Achille. Son nom résonnerait-il encore s'il n'y avait eu Homère pour l'inscrire dans l'histoire? Peut-être ce héros relève-t-il du mythe, de la mythologie, mais il évoque l'un des plus grands guerriers de l'Antiquité. Les valeurs associées, l'antagonisme entre Troyens et Achéens sont autant de réalités ancrées dans l'histoire. Qu'Achille ait réellement existé, qu'Homère ait été un seul poète ou plusieurs, il n'en demeure pas moins que les exploits de héros traversent le temps grâce aux messagers. La postérité du héros n'est possible que par l'ancrage dans l'esprit, le souvenir des hommes. En cela, il est tributaire d'un messager, d'un héros. Bertolt Brecht souligne ce rôle crucial dans la vie de Galilée. Le savant y est mis en scène au moment où il met en évidence l'erreur du système astronomique géocentrique. Il subit pour cela des pressions de l'Église qui lui demande de se rétracter. L'enjeu est de savoir s'il résistera. Car pour avoir défendu la même vérité, Giordano Bruno a été brûlé vif quelques années plus tôt. Alors que l'on pense que Galilée a résisté, la nouvelle de sa rétractation tombe violemment par le biais d'un tocsin, glaçant d'effroi ses soutiens. Andrea, jeune disciple de Galilée, tient alors ces propos. « Malheureux le pays qui n'a pas de héros. » Et Galilée lui répond « Non, malheureux le pays qui a besoin de héros. » Par ces deux visions différentes, Brecht souligne la complexité du rapport à l'héroïsme, faite de sentiments contradictoires. Et il démontre l'importance du messager dans le legs du héros. Thémistocle est un exemple de héros qui aurait pu rester inconnu, faute de messager. Ce fut un chef militaire exceptionnel. Athènes lui doit d'avoir survécu à l'invasion perse. Lorsque l'on consulta l'oracle de Delphes, après la première guerre médique, la Pythie recommanda de défendre la cité par un rempart de bois inexpugnable. Thémistocle fut le seul à comprendre le sens de ces paroles énigmatiques. Et il réussit à convaincre les Athéniens de se doter de la flotte de Trière, la plus puissante des cités grecques. C'est cette flotte qui permit la victoire navale de Salamine et contraint Xerxès à la retraite alors que son armée était invaincue à terre. C'est cette domination maritime qui permit la thalassocratie et l'hégémonie athénienne. Athènes doit à Thémistocle son âge d'or du 5e siècle. Et pourtant, il est moins chanté que Périclès. Car Thémistocle, chef visionnaire, s'étant attiré nombre d'inimitiés chez les hommes politiques athéniens, fut frappé d'ostracisme. Et il n'eut pas toute la renommée qu'il méritait. Hérodote n'en dresse pas un portrait flatteur. Il faudra attendre Plutarque pour en avoir une vision plus objective. Les messagers peuvent faire ou défaire les héros. Alors dès lors, certains sont tentés d'être leurs propres héros. Il est évident que des héros associant grandeur d'âme et des dispositions littéraires ont l'avantage de pouvoir se mettre en valeur. Le cas de Xénophon, militaire et philosophe, interroge. Il prit part à l'expédition de Cyrus le Jeune pour tenter de renverser son frère Artaxerxès. Lorsque Cyrus mourut, le corps expéditionnaire se lança dans une retraite à travers l'Asie mineure. Xénophon y joua un rôle de plus en plus actif, démontrant ses qualités de tacticien, de stratège, de chef éloquent, à tel point qu'il finit par assumer le commandement de toute l'armée. Xénophon narre cette retraite des 10 000 dans l'Anabase, prouvant que des Grecs pouvaient survivre lors d'une épopée à travers l'Empire perse. Quelques 70 ans avant Alexandre, il lui montrait la voie. Un tel exploit devrait être relaté par de nombreux auteurs. Et pourtant, le récit de Xénophon est quasiment le seul. A-t-il été censuré à Athènes ? Son tort fut peut-être de prendre part à une expédition rassemblant de nombreux Spartiates. Crime de lèse-majesté vu d'Athènes, quelques années seulement après l'issue malheureuse de la guerre du Péloponnèse. Beaucoup ont voulu voir en Anabase un récit apologétique. Il semble pourtant que la plupart des faits soient exacts.
Xénophon présentait des qualités militaires bien supérieures à la normale. Quoi qu'il en soit, l'Anabase reste un récit éclairant sur le fait militaire à cette époque, et un témoignage étonnant d'actualité sur le leadership et le commandement. Xénophon, véritable héros grec classique et chef militaire moderne. Il a bien fait d'être son propre héros. Chez d'autres, en revanche, l'intention d'auto-valorisation est bien plus évidente. En écrivant lui-même la guerre des Gaules, quelle était l'intention de César? Est-ce l'historien qui parle? Le chef militaire? L'homme politique? Ou bien tous ces hommes à la fois, à la recherche de la postérité? C'est un brillant exposé des campagnes des légions romaines, certes. Il n'en demeure pas moins que César s'y est mis à son avantage. Et comme le dit Churchill, « L'histoire me donnera raison, en grande partie parce que je compte bien l'écrire moi-même. » César se fit son propre héros, et la conjonction de ses qualités d'écrivain et de chef militaire fit le reste. Alors oui, le héros peut paraître manquer de modestie, d'humilité. C'est que l'on touche là à l'essence de l'héroïsme. L'héroïsme est intrinsèquement un appel à la transcendance de la condition humaine, au dépassement des aspirations instinctives de sûreté et de sécurité, dans le but de rendre possible ce que nous pensons de prime abord impossible. L'héroïsme, c'est l'oubli conscient et assumé de son instinct de survie individuelle pour le dépassement de notre humanité. Ça demande presque toujours la mise en danger de sa propre personne, parfois jusqu'à la mort librement consentie, mais au profit de causes, de valeurs, de la pérennité de la collectivité, qui, elles, nous dépassent. Pourtant, une fois transcendé par son héroïsme, le héros n'a-t-il pas aussi sa part d'ombre? Dans le combat où s'affrontent Horace et Curiace, seul survit celui qui a accepté son sort, celui qui marche vers son destin, en ayant accepté l'issue du combat, quelle qu'elle soit. Victorieux par son courage, sa ruse, son endurance, Horace devient un héros pour le peuple de Rome, car il est son sauveur. Mais il accède aussi au rang moral de héros. Il a compris l'enjeu de son action. Il a dépassé ses peurs. Il a fait don de sa personne pour mieux livrer combat à l'esprit libre et triompher. Il semble combiner les plus hautes qualités humaines. Et pourtant, son premier geste, après le combat, consistera à tuer sa sœur. Veuve d'un des trois Curiaces, elle ne peut se résoudre à célébrer le triomphe de son frère. Dans ce refus, lui voit un outrage à Rome. Face au chagrin de sa sœur, le frère aimant aurait partagé sa peine. Il lui aurait concédé la tristesse de son destin de jeune veuve. Il aurait reconnu le sort malheureux ayant conduit Horace et Curiace à s'affronter, mais pas Horace. Le héros ne peut accepter la faiblesse de caractère. Ayant lui-même dépassé sa propre condition humaine, il ne comprend pas que l'on puisse s'abandonner aux sentiments. En s'accomplissant, le héros peut renoncer à une part de son humanité, jusqu'à renier la douleur d'un deuil. Plusieurs siècles après Tite-Live, Corneille mettra en scène cette légende, représentative de la tragédie classique. Il y mettra en exergue les tensions habitant Horace après le meurtre de sa sœur, héros prenant conscience de sa part d'ombre. Car nous touchons là au paradoxe de la condition de héros. Il n'a de cesse de se dépasser pour accomplir des actes épiques et hors de portée de la foule, mais il risque d'y perdre certains aspects de son humanité et donc le sens de son action. Alors, Homère, Xénophon, Corneille, les messagers relatant les hauts faits de héros sont des révélateurs de l'héroïsme. Par leur œuvre, ils font passer les héros à la postérité. Mais sans relativiser la portée de leurs actions, ils ont le mérite de ne pas éluder leurs faiblesses, tenant souvent dans leur absence de limites. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament, dit René Char. Peut-être. Peut-être pas. C'est à nous de comprendre le testament porté par les messagers. Alors cultivons notre connaissance des héros. Sachons reconnaître leurs qualités. Inclinons-nous avec modestie devant leurs sacrifices. Mais n'oublions ni leurs limites, ni ce que nous leur devons.
Capitaine de frégate Loïc Boyer, merci à vous. Vous avez été votre propre héros et c'est formidable. Bien modeste alors. Au revoir. Merci.